8h10 à Paris, édition spéciale sur RFI. C'est un coup de téléphone qui restera dans l'histoire. Au Sénégal, hier, moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote pour le premier tour de la présidentielle, l'ex-premier ministre Amadou Ba a appelé Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter de sa victoire, comme l'avait fait en 2012 Abdoulaye Wade à l'époque avec le jeune président d'alors Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye a 44 ans. Il est depuis 10 ans le bras droit d'Ousmane Sonko au sein du PASTEF. Le voilà donc qui accède aux plus hautes fonctions de l'État. C'est une page d'histoire qui s'écrit sous nos yeux, une nouvelle alternance démocratique, pacifique. On en parle avec nos invités. Édition spéciale sur RFI. Nathalie Amar. Et je vous propose d'entendre pour commencer les premiers mots du nouveau président Bassirou Diomaye Faye qui a pris la parole hier devant ses partisans, qui s'est engagé à gouverner avec humilité, dans la transparence et qui a insisté sur la nécessaire réconciliation nationale avec une adresse particulière aux femmes et aux jeunes. J'ai une pensée pour les femmes et les jeunes. Une partie importante des ressources de la nation sera mobilisée pour abréger leurs souffrances et leur manque de perspective. Ce projet que le peuple sénégalais a compris et choisi permettra de libérer l'énergie créatrice qui sommeille en chacun d'entre nous. Mes chers compatriotes, cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. Bassirou Diomaye Faye qui veut réconcilier les cœurs au Sénégal. Il était au micro de Charlotte Hydrac dans les studios dakarois de la rédaction Amandincan et Full Day de RFI. Christopher Fomunio, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur Afrique du NDI, un think tank basé à Washington. Vous êtes à Dakar dans le cadre d'une mission d'observation. Petite question pour commencer, c'est le soulagement qui prévaut pour vous après tant de tensions, tant de craintes pour la démocratie ? C'est un soulagement, c'est aussi un moment de joie d'accompagner les Sénégalais et les Sénégalaises dans leur fierté pour avoir soutenu et défendu leur démocratie jusqu'au bout et pour avoir organisé un scrutin vraiment paisible, transparent et qui rassure que la démocratie a droit de citer dans ce beau pays et j'espère aura des leçons aussi pour d'autres pays sur notre continent. Bonjour Francis Patinde. Bonjour. Journaliste, enseignant à Sciences Po Paris, même question. Soulagé ce matin après tant de violence depuis 3 ans, on le rappelle quand même, et tant d'incertitudes sur ce processus ces dernières semaines. On a eu peur pour le Sénégal, on a eu peur même pour l'Afrique au-delà, parce que le Sénégal est un symbole en Afrique, surtout francophone, et là il y a un ouf de soulagement. Je trouve que la démocratie, finalement, est bien ancrée dans ce pays. Les populations sortent dans la rue pour défendre leur constitution, défendre leurs droits. Et depuis l'annonce c'est même pas officiel, de la victoire de Bassirou Diomaye Faye, il y a quand même tout s'est enclenché. C'est-à-dire la plupart de ses adversaires l'ont félicité, ouais. Et le principal adversaire, dont Amadou Ba, l'a félicité. Du coup, on respire. Et on retrouve un peu de sérénité, oui. Effectivement. Bonjour Léa-Lisa Westerhoff. Bonjour Nathalie. Envoyée spéciale permanente de RFI à Dakar. Si ce dénouement aujourd'hui soulage tout le monde, en effet, il ne faut pas oublier d'où on vient. L'ex-PASTEF, le parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le parti du nouveau président, a été ces 3 dernières années la bête noire du président sortant Macky Sall. On sort de 3 ans de bras de fer politique depuis les émeutes de mars 2021. Rappelez-nous, Léa Lisa, quelles en ont été les grandes étapes ?
Eh bien, retour à 2019 d'abord. Arrivé 3e à l'élection présidentielle, Ousmane Sonko devient alors l'opposant numéro 1 au régime de Macky Sall. Un bras de fer politique qui va rapidement aller sur le terrain judiciaire avec l'arrestation du leader du PASTEF en mars 2021 pour trouble à l'ordre public. Ousmane Sonko est à l'époque accusé de viol et de menaces de mort par une jeune femme masseuse, Adji Sarr. Cette interpellation provoque de violentes manifestations meurtrières. 14 personnes y trouvent la mort. Des dizaines de personnes sont arrêtées. Pendant plus de 2 ans, cette affaire judiciaire et ce rebondissement provoquent quasi systématiquement des troubles à Dakar et dans plusieurs villes du pays. À chaque audience, les écoles sont fermées, la capitale est quadrillée. Le 2 juin 2023, Ousmane Sonko est condamné pour corruption de la jeunesse. De nouvelles émeutes éclatent alors, faisant plus de 20 morts selon l'ONG Amnesty International. À partir de là, plus aucune manifestation n'est autorisée. Et dans la foulée, le parti PASTEF est dissous. Fin juillet, Ousmane Sonko est une nouvelle fois arrêté pour appel à l'insurrection, entre autres. Pendant 3 ans, donc, la vie politique est rythmée par ce bras de fer entre l'opposant et le président Macky Sall par déclaration interposée et aucun des deux ne semble prêt à lâcher. Fin janvier, la candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle est retoquée par le Conseil constitutionnel, mais son plan B est validé et 10 jours avant la présidentielle, les deux opposants, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, sont finalement libérés à la faveur d'une loi d'amnistie controversée, Nathalie. Eh oui, 10 jours, à peine 10 jours donc pour une campagne au pas de charge. Et hier, la victoire. Écoutez ces militants du PASTEF que Théa Olivier a rencontrés dans le quartier de Dieuppeul, au siège de la coalition qui a porté au pouvoir le nouveau président. On est vraiment content donc d'avoir élu un jeune président de notre génération comme nous. Je me sens fier, vraiment fier d'avoir assisté à un moment historique parce que c'est pour la première fois au Sénégal qu'on a un président aussi jeune qui est vraiment souverainiste. En fait, c'est pour montrer aussi à la jeunesse africaine qu'il y a une autre voie pour un changement. C'est pas la voie des armes, c'est pas la voie du putsch, il y a la voie électorale démocratique qui est possible. La satisfaction et beaucoup d'attentes, on vient de l'entendre. On va y revenir évidemment jusqu'à 9h sur RFI. Christopher Fomugno, élection exemplaire, on l'a entendu avec Léa Lisa, que de péripéties, mais à la fin, c'est la démocratie qui l'emporte. Effectivement, c'est la fin. À la fin, c'est la démocratie qui a emporté. Et c'était un peu du surréel de voir comment les Sénégalais sont sortis à l'heure, les bureaux de vote ont été ouverts à l'heure, les gens se sont alignés dans la paix, dans le calme, dans la sérénité. Et vraiment, la journée s'est très bien passée. Et si on revient sur la place de Dakar aujourd'hui, 2 jours après le scrutin, c'est le calme plat, les gens vaguent à leurs préoccupations, tout est normal. On ne dirait pas que le pays a connu une période un peu turbulente. C'est le retour à la normale. Christopher Fomugno, vous passez votre temps à sillonner l'Afrique pour observer les élections pour le compte du NDI, donc ce think tank basé à Washington. Un scrutin comme celui qui s'est produit dimanche au Sénégal, vous n'en avez pas beaucoup vu, j'imagine. Quelque part, ça m'a rappelé un peu le scrutin de 1994 en Afrique du Sud, à la sortie de Nelson Mandela de la prison. C'est-à-dire un scrutin où on avait vu vraiment une sortie massive des Sud-Africains pour pouvoir voter. Et je pense qu'ici au Sénégal, il y a eu un consensus sur la nécessité de voter le 24 mars, ce qui fait que tout le monde est sorti, le taux de participation a été quand même très élevé et les gens ont manifesté ce désir de pouvoir voter et de pouvoir choisir leur président. Francis Patindé. Oui, Francis Patindé, votre référence à vous aussi, c'est 1994, l'Afrique du Sud. Absolument, parce que j'y étais pour le compte des Nations Unies. J'avais 47 bureaux de vote à superviser. Je suis resté plusieurs mois en Afrique du Sud et les files d'attente étaient telles qu'on a dû proroger l'élection d'une journée. En fait, c'était 2 jours et finalement, les Sud-Africains ont voté avec beaucoup d'émotion pendant 3 jours. Je trouve que c'est comparable dans la sphère francophone, ce qui vient de se passer au Sénégal. C'est-à-dire que ça a été la même discipline et le même engouement finalement pour ce droit de vote qu'on redécouvrait pour beaucoup en Afrique du Sud à l'époque et qu'aujourd'hui au Sénégal on pratique couramment quand les rendez-vous électoraux s'annoncent. Absolument. Les Sénégalais, on sent qu'ils sont prêts à défendre chèrement, à payer le prix fort pour conserver ce joyau qu'ils ont depuis plusieurs années. Et c'est intéressant ce pays parce que parfois ce pays nous surprend, nous fait peur, mais ils retombent sur leurs pieds et je trouve ça génial. Et ça devrait être un indicateur assez sérieux pour les pays voisins.
8h19 à Paris, édition spéciale consacrée au Sénégal au lendemain de l'élection de Bassirou Diomaye Faye et son adversaire principal Amadou Ba qui a reconnu la défaite, qui l'a appelé pour le féliciter. On a vu donc le côté exemplaire de ce scrutin, ce déroulement sans anicroche, vraiment nulle part dans le pays pour les quelques 7 millions d'électeurs sénégalais, aucun incident majeur. Francis Patindé, si on cherche maintenant à analyser le pourquoi de cette victoire de Bassirou Diomaye Faye, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? C'est d'abord l'échec de Macky Sall et je dirais sa dernière séquence, pas très glorieuse, avec la tentative de reporter l'élection, ou c'est l'adhésion au projet? Moi, je pense qu'on est en train de changer d'époque. On s'en rend pas compte. Là, le vieux Sénégal, le vieux monde est en train de se terminer. Et il y a un passage de relais qui n'est pas seulement générationnel. C'est vrai que Bassirou Faye a 44 ans, il a eu 44 ans hier, mais c'est pas que une question. On est en train de changer d'époque, de paradigme. C'est-à-dire que en fait, l'élection de Bassirou Faye trouve un écho dans la lame de fond qui balaye l'Afrique depuis ces dernières années. C'est-à-dire qu'à Bamako, à Ouaga, à Niamey, mais au-delà, je crois qu'il y a une jeunesse qui a une quête de nouvelle indépendance. Et d'ailleurs, si vous lisez le programme de Bassirou Faye, les 84 pages de son programme électoral, vous voyez un mot qui revient souvent: nouvelle souveraineté, indépendance, c'est des mots qui reviennent, panafricanisme de gauche, souveraineté nationale, c'est des mots qui reviennent dans tout son discours, dans son programme. Et ça a un écho, ça correspond à l'état actuel de la jeunesse africaine. Christophe Fomugno, vous êtes d'accord avec ce constat? C'est la jeunesse africaine qui finalement qui arrive au pouvoir, qui prend le pouvoir à travers Bassirou Diomaye Faye? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord et ça me rassure parce que j'ai toujours dit dans mes différentes interventions que la jeunesse africaine aspire à être gouvernée autrement et que même si de temps en temps, lors de certains événements, on voit les jeunes dans la rue pour soutenir les pushs, non, il y a un message encore plus compliqué, un message plus nuancé dans ces pays-là, dans ce sens que ce que veulent la jeunesse africaine, c'est plus de liberté, plus de démocratie, plus de transparence, et cette capacité de tenir les élus comptables de leur gestion de la chose publique. Et c'est le message que les Sénégalais viennent de nous transmettre. D'avoir finalement un contrôle sur la démocratie. Allez-y, Elisa. Oui. Absolument. Pour revenir à l'échelle continentale, Christopher, est-ce que c'est important justement que le Sénégal maintienne cette tradition de changement politique par les urnes, alors que les régimes militaires de la région portent un discours qui tend à décrédibiliser la démocratie? Effectivement, et surtout que ces derniers temps, à cause de ces actes, certains ont commencé, même sur l'international, à véhiculer un message comme quoi l'Afrique et les Africains n'aspiraient pas à la démocratie et que la démocratie ne pouvait pas prendre droit de cité dans nos différents pays. Mais voilà que le Sénégal vient de nous démontrer vraiment sur le plan continental et même international que les Africains aspirent à vivre dans des sociétés démocratiques où les libertés se jouissent sans enfrein. Christopher Fomugno vient de vous rejoindre sur le plateau de Dakar. Fatou Diagne Senghor, directrice d'Africa Jom Center. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé vous aussi à la mission d'observation du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Votre réaction à cette nouvelle alternance démocratique et pacifique malgré les obstacles qui l'ont précédée au Sénégal? Je pense que c'est une bonne nouvelle, un signal très fort pour l'Afrique, particulièrement pour la sous-région. Comme l'a dit tout à l'heure Christophe, c'est vrai que c'est important pour le Sénégal qui renoue et qui rappelle à tout le monde que son attachement à la démocratie, à la transition pacifique et au passage du pouvoir dans la paix et aussi à travers des élections. Mais aussi ça envoie un signal très fort à toute l'Afrique. Je pense que nous étions très mal à l'aise ces derniers temps. Nous qui sommes des pro-démocrates, comme on le dit, nous travaillons sur les droits humains. Et au bout d'un moment, on avait l'impression que l'Afrique tout entière, surtout notre sous-région, était secouée par cette décrédibilisation de la démocratie et de tous ces processus électoraux
Et je pense qu'en dessous, c'est aussi la désinformation. De plus en plus, on est dans l'ère de la désinformation et de la décrédibilisation des institutions. Et je pense que le Sénégal rappelle une fois de plus que la démocratie compte, que les citoyens peuvent jouer un rôle à travers leurs cartes, à travers leur détermination à changer pacifiquement un gouvernement pour aller vers un autre sans embâche. Et je pense que c'est très important. Le message est fort pour l'Afrique. Oui, vous nous dites que cette élection est un message d'espoir finalement pour tout le continent africain. Fatou Diène Senghor, vous restez avec nous. On va feuilleter à présent la presse internationale parce qu'elle se fait l'écho, Frédéric Couteau, de cette élection et de cette alternance au Sénégal. Elle parle de tsunami politique. Oui, le tour de force est historique. C'est ce que constate Le Monde à Paris. 10 jours avant l'élection présidentielle, le 14 mars, Bassirou Diomaye Faye était encore un prisonnier du pénitencier du Cap Manuel, situé à l'extrême sud de Dakar. Et aujourd'hui, donc 25 mars, au lendemain du scrutin et au terme d'un scénario imprévisible, marqué par une crise politique et institutionnelle, une campagne électorale éclair et pour finir, la reconnaissance de sa victoire par son principal adversaire, le voici en homme libre, constate Le Monde, prêt à s'installer au palais présidentiel sénégalais pour les 5 prochaines années. Et pour Libération, c'est donc un tsunami politique qui vient de balayer le pays. Le principal candidat de l'opposition a remporté la présidentielle dès le premier tour de scrutin, du jamais vu pour un opposant, affirme le journal. Et quel opposant? À 44 ans, le candidat des PASTEF incarne un renouveau radical. L'ancien syndicaliste, pourfendeur de la corruption, souverainiste, anti-système, aux accents parfois populistes, porte un projet de rupture, non seulement avec le parti au pouvoir, mais aussi avec la classe politique sénégalaise dans son ensemble. La victoire de l'opposition au Sénégal représente un énorme tournant renchéri. El País à Madrid. Cette opposition qui se définit comme panafricaniste de gauche, cette opposition est passée en quelques jours de la persécution et de l'emprisonnement à l'accession au pouvoir avec l'objectif de changer en profondeur les politiques développées depuis 12 ans par le président Macky Sall qui ne se représentait pas. Il y a à peine 6 mois, relève encore El País, Diomaye Faye était pratiquement inconnu de la grande majorité des Sénégalais, mais les condamnations judiciaires qui ont empêché la candidature d'Ousmane Sonko l'ont propulsé sur le devant de la scène politique. Et c'est dans le New York Times, Frédéric, que l'on trouve le portrait du nouveau président sénégalais. Bassirou Diomaye Faye, qui a fêté son 44e anniversaire hier, deviendra donc le plus jeune président de l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Ouest et le plus jeune président élu actuellement en exercice sur le continent, affirme le New York Times. Contrairement à la grandiloquence de son mentor, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye est doux et sérieux selon son entourage. C'est un joueur de foot passionné qui a grandi dans le village familial près de la ville de Mbour et qui a 2 épouses. Il a travaillé pendant 15 ans dans la fonction publique sénégalaise comme inspecteur des impôts. De nombreux jeunes Sénégalais s'identifient à lui, commente l'analyste Babacar Ndiaye, cité par le New York Times. Il s'est forgé une réputation d'éthique et de travailleur acharné. Enfin, pour le Figaro à Paris, le raz-de-marée en faveur de Bassirou Diomaye Faye n'a d'égal que les attentes de la population sénégalaise. Oui, en particulier celle des jeunes, dans un pays où plus de 70% de la population a moins de 30 ans. Le candidat et son mentor, Ousmane Sonko, ont fait campagne sur la promesse d'un changement de système, de plus de justice et d'une meilleure répartition des richesses. Bassirou Diomaye Faye devra donc se montrer à la hauteur des espoirs de ses compatriotes. Francis Patindé, l'espoir est immense, on l'entend, c'est un sacré défi qui s'ouvre pour le nouveau président du Sénégal avec énormément de chantiers, énormément d'attentes de la part de ceux qui l'ont élu. Absolument, la jeunesse attend un changement parce que c'est un changement de classe politique, d'élite politique. Et quand vous regardez le programme, vous avez des thèmes porteurs, par exemple, qui sont nouveaux au Sénégal. L'environnement, par exemple, la bioéthique, les nouvelles technologies. Donc, l'emploi aussi. Et l'emploi également, naturellement, et une nouvelle diplomatie, beaucoup plus axée sur l'Afrique et particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Et on va y revenir évidemment en détail dans le courant de cette édition spéciale. On est ensemble jusqu'à 9h, Radio France Internationale en édition spéciale, donc au lendemain de l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal. 8h33 à Paris, retour au Sénégal, édition spéciale jusqu'à 9h.
De la prison à la magistrature suprême, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, va devenir le 5e président de l'histoire du Sénégal. Large victoire, même si on ne dispose pas encore des chiffres officiels. Elle a été suffisamment claire, en tout cas, pour que son principal rival, Amadou Ba, l'ex-premier ministre de Macky Sall, l'appelle pour reconnaître sa défaite et lui souhaiter réussite et succès. Après des semaines de crise, c'est le dénouement que l'on n'osait plus espérer. Même le président sortant, Macky Sall, s'en est félicité hier sur les réseaux sociaux en parlant de victoire de la démocratie sénégalaise. Édition spéciale sur RFI. Nathalie Amar. Et voici en quels termes Amadou Ba, candidat malheureux à cette élection, s'est exprimé pour reconnaître hier officiellement sa défaite. Le peuple sénégalais a conforté la bonne santé de notre démocratie. Des centres urbains au plus profond de notre campagne et dans la diaspora, les populations se sont fortement mobilisées pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs. Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. Voilà une déclaration pour l'histoire. Amadou Ba, avec ces mots, a ouvert la voie à une alternance pacifique, apaisée. Au Sénégal, on continue d'en parler avec nos invités. Francis Patine, des journalistes enseignants à Sciences Po Paris. Rebonjour Francis. Bonjour. En ligne de Dakar, Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis sur notre plateau sénégalais, autre personnalité bien connue de la société civile, Valdiodio Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Expert électoral, ancien secrétaire général du collectif des organisations de la société civile pour les élections. À vos côtés, évidemment, toujours dans le studio des rédactions en Mandincan et Full D, Léa-Lisa Westerhoff. Je voudrais qu'on écoute d'abord ces militants de l'APR, le parti d'Amadou Ba, parce qu'il y a eu donc le discours officiel, mais il y a aussi la réaction des militants forcément déçus que vous avez rencontrés, Léa-Lisa Westerhoff. Déçus, mais beaux joueurs. C'est le meilleur qui a gagné. Nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes toujours avoir des opposants. Je suis fier de Amadou Ba. La stabilité du pays, c'est ça qui nous intéresse. Les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont décidé de confier le destin de ce pays pour les 5 ans à venir à M. Bassirou Diomaye Faye. Donc Amadou Ba, en tant que républicain convaincu, ne pouvait faire autre qu'accepter notre défaite et de féliciter le nouveau président que les Sénégalais, dans leur majorité, ont décidé d'élire. Non, on n'est pas déçus. Parce que toujours dans tous les partis, il faut gagner et il faut perdre. On est très content d'avoir une autre président jeune qui va faire une bonne gouvernance pour le Sénégal. On est des démocrates, on est né démocrate, on mourra démocrate. Voilà, le fair play donc des militants de l'APR, le parti d'Amadou Ba. Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. C'est la preuve que la démocratie est profondément ancrée dans la culture de ce pays et qu'elle le reste malgré tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Oui, mais absolument. Je pense que ce que nous avons entendu d'Amadou Ba, qui, il faut le dire, était un peu la colombe du régime de Macky Sall, sa déclaration ne surprend personne. La déclaration également de ses militants, probablement très proches de lui, ne surprend personne. Mais je pense qu'il faut surtout rendre hommage aux électeurs sénégalais qui, dans la discipline, sans violence, se sont rendus massivement aux urnes. Manifestement, les électeurs voulaient faire en sorte que la succession se passe dans l'ordre, qu'on n'ait pas une situation d'intérim à partir du 2 avril, parce que le président Macky Sall avait clairement indiqué qu'il quitterait le pouvoir le 2 avril. Les électeurs voulaient que la passation de pouvoir se fasse dans l'ordre constitutionnel et donc que le nouveau président soit élu au premier tour. Valdiodio Ndiaye à Dakar également, on l'a rappelé tout à l'heure, le Sénégal revient de loin avec les manifestations, les morts pendant ces manifestations, les opposants emprisonnés, les craintes de fraude qui ont précédé ce scrutin. Ce matin, la page clairement est tournée. Vous en êtes fiers ?
Absolument, absolument. Je pense que c'est un pas important qui vient d'être franchi et je pense que là, le peuple sénégalais a montré encore une fois sa capacité de résilience par rapport aux principes démocratiques, son engagement. Et je crois que ce qui est important à retenir à ce niveau-là, c'est que il y a une ligne rouge qui a été établie dans ce pays-là et que personne ne peut plus franchir, n'a jamais franchi d'ailleurs. Et je crois que c'est ça fondamentalement le grand défi maintenant. Il faut résolument se tourner vers l'avenir, essayer de dépasser cette étape-là et de jeter les bases de la consolidation des acquis démocratiques et dans l'exercice. Cette ligne rouge, Valdiodio Ndiaye, c'est quoi exactement dans votre esprit? Cette ligne rouge a été très clairement quand on a reporté les élections. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont intouchables. Le fait même de toucher aux droits des électeurs, c'est le seul moment où le peuple a réellement la possibilité de désigner celle ou celui qui doit le diriger. Et ça, c'est la souveraineté du peuple. Et je pense que c'est pour cela, à un moment donné, les Sénégalais se sont levés comme un seul homme pour dire qu'il n'était pas question d'aller au-delà, c'est-à-dire respecter le calendrier républicain, aller dans le sens de consolider nos acquis. Et également, moi je pense que maintenant, la priorité, c'est de se tourner vers l'avenir et d'aller dans le sens des réformes importantes. Et la stabilité du pays également, c'est un élément extrêmement important parce que nous avons des défis dans la sous-région, au plan sécuritaire, au plan économique. Le Sénégal est devenu un pays pétrolier. En même temps, on a également du gaz. Et je crois que la demande sociale est énorme, les attentes. Et c'est à ce niveau-là, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, que nous attendons les nouvelles autorités. C'est-à-dire le respect des engagements pris. Alors il y en a eu beaucoup. Il y a une attente immense. On va y venir dans un instant. Francis Patinde, c'est la volonté de sanctionner Macky Sall là qui s'est manifesté aussi avec ce succès de Bassirou Diomaye Faye. Au-delà des promesses, au-delà du programme, c'est une sortie un peu par la petite porte pour le président élu en 2012. À l'évidence, Macky Sall sort de la scène, il sort de scène par la petite porte. Il y a un aspect qui nous a tous choqués, c'est l'aspect létal de la répression. Le fait qu'il y ait eu trop de morts. Il y a trop de morts au Sénégal, on n'est pas habitué à cela. Et la ligne rouge, la vraie ligne rouge, c'est aussi celle-là. Et il faudra que le prochain régime, le nouveau régime, veille à ce que la répression reste dans des proportions acceptables. La ligne rouge des violences, la ligne rouge aussi de la loi d'amnistie qui a hérissé une bonne partie des Sénégalais. Absolument, parce que il faudra travailler à l'indépendance de la justice, qu'elle soit plus sereine, qu'elle soit moins accusée ou susceptible d'être accusée de corruption. Et je pense, juste pour dire un mot, c'est que sur la déclaration d'Amadouba, du candidat Amadouba hier, ça s'inscrit quand même déjà dans une tradition vieille de presque un quart de siècle. En 2000, ça a été le cas. Abdou Diouf, avant l'annonce des résultats définitifs, a appelé Ablaye Wade pour le féliciter. Ça a été la même chose en 2012 quand Wade le relais se transmet finalement. Absolument. Donc avant la déclaration définitive des résultats. Et les institutions à l'arrivée sont sauves. Une nouvelle génération donc arrive au pouvoir avec Bassirou Diomaye Faye qui a promis la rupture. Léa-Lisa Westerhoff, un mot d'abord peut-être de ce nouveau président, de son parcours et puis de son programme. Quelles en sont les grandes lignes? Ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque un peu par bribes. Comment est-ce qu'on pourrait le résumer? Plusieurs points à restaurer la démocratie. D'abord, Bassirou Diomaye Faye assure qu'il veut restaurer l'état de droit bafoué selon lui par le régime du président sortant Macky Sall. Il dit vouloir lutter aussi contre l'hyper-présidentialisme, limiter les pouvoirs du président avec la possibilité de le destituer, créer un poste de vice-président. Voilà quelques-unes des promesses du nouveau chef de l'État qui promet aussi d'interdire le cumul des mandats électifs, de lutter contre la corruption et d'instituer des peines alternatives à l'emprisonnement. Bassirou Diomaye Faye promet
promet également une réappropriation de la souveraineté, un mot employé 18 fois dans son programme de campagne. Il assure qu'il renégociera les contrats des mines et des hydrocarbures dont le début de l'exploitation est prévu cette année. Il souhaite également réévaluer les accords de pêche avec les acteurs étrangers alors que les ressources halieutiques qui font vivre environ 600 000 familles s'amenuisent, pillées selon eux par des chalutiers européens et asiatiques. Pas une rupture, mais un rééquilibrage, insiste le nouveau président. Enfin, Bassirou Diomaye Faye promet une réforme monétaire, voire la création d'une monnaie nationale. Le Sénégal, à la place du franc CFA, hérité de la colonisation dans plusieurs pays africains. Et il a souligné un peu durant la campagne tout de même que cette mesure, vue avec appréhension dans les milieux économiques, ne serait pas immédiate et ne s'effectuerait que sous certaines conditions strictes. Enfin, le nouveau dirigeant sénégalais veut rééquilibrer ses partenariats internationaux, renouveler sa relation avec la France, l'ex-puissance coloniale, qui est son premier partenaire commercial, dans un partenariat d'égal à égal, justement. Oui, la France, dont le président Emmanuel Macron a félicité hier soir Bassirou Diomaye Faye, se disant heureux de travailler avec lui. Message sur le réseau social X. Francis Patindé, souveraineté, c'est vraiment le mot-clé de ce programme, la ligne directrice, mais avec une déclinaison qui va avoir des conséquences économiques, des conséquences politiques pour vous ? Et diplomatique surtout. C'est-à-dire que ce mot revient dans le phrasé, dans le discours, également dans le projet de société de l'espace CEF. Et il faut s'attendre quand même à des révisions. Je dirais pas des ruptures, mais des révisions surtout avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Ça, c'est évident. Donc, il faut pas se voiler la face. Sonko, par exemple, a fait cause pour Assimi Goïta du Mali, à un moment de sa vie politique. Donc, il faut s'attendre. Tout va être négocié, le franc CFA, ça c'est sûr. Alors que le siège même de la Banque centrale est à Dakar. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, c'est à Dakar. Dakar a une position importante pour ce qui concerne l'avenir du franc CFA, mais également le positionnement de la base française des bases françaises à Dakar. Vous savez que cette base est en voie de réduction drastique. Il y a 250 Jean-Marie ou 350. Bockel a été nommé pour s'occuper de ce volet des choses, mais c'est important, je pense qu'on va vers peut-être même une disparition de cette base-là. Valdiodio Ndiaye, sur cette question de la souveraineté, dans la façon dont elle va se décliner dans les chantiers du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, par où commencer ? Quel est le dossier prioritaire ? Parce qu'il a aussi été élu sur cette promesse de changer la gouvernance, de lutter contre la corruption. La priorité absolue, à mon sens, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la lutte contre la corruption et également une répartition plus équitable des richesses du pays pour toucher le grand nombre. Il y a le défi énorme de l'emploi des jeunes. Je crois que ça, c'est des défis prioritaires. Évidemment, au plan géostratégique, on parle de rééquilibrage de notre posture. Cette question de souveraineté, je pense que aussi il faut aller dans ce sens-là, mais de manière raisonnée et raisonnable. C'est-à-dire ne pas tirer sur tout ce qui bouge, aller dans le sens d'un partenariat dynamique, mais également gagnant-gagnant pour chacun. Et je crois que par rapport à la monnaie, c'est quelque chose. Je pense que même Ousmane Sonko, lors de la première conférence de presse avec Bassirou, avait dit très clairement que ce sera une démarche réfléchie. Et une démarche en concertation avec les pays de la sous-région. Ouais. Exactement. Ce ne sera pas une initiative solitaire. Solitaire, exactement. Parce que justement, c'est un point qu'il faut gérer avec beaucoup de doigté pour arriver à ce niveau-là. Moi, ce que je voulais peut-être ajouter, je pense que ça, c'est un défi important également. La stabilité, ne pas créer une dualité au sommet de l'État. Ça, c'est un grand défi allant dans le sens même de la stabilité du pays. Parce que nous savons tous que Bassirou Diomaye, d'une certaine manière, il a été adoubé par Ousmane Sonko, qui ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle. Je voulais dire que quel sera le rôle, selon vous, d'Ousmane Sonko, vice-président, le véritable numéro 1? Il pourrait y avoir des dissensions fortes. Je pense qu'ils ont parlé pour le poste de vice-président, ils ont parlé de l'élection de 2029. Donc, c'est pas encore à l'ordre du jour.
peut-être il y a des hypothèses qu'on peut avancer, c'est-à-dire dans le sens peut-être de procéder à des réformes pour renforcer les pouvoirs du Premier ministre, faire du Medvedev-Poutine. Sinon, peut-être l'hypothèse... c'est une référence qui n'est pas neutre quand même, Medvedev-Poutine. Tout à fait. Oui. Mais l'hypothèse qui me semble la plus raisonnable à ce niveau-là, c'est que, comme ils ont dit que désormais le président de la République ne sera pas chef de parti, Sonko s'occupe du parti et lui il s'occupe de l'État. Ouais. Je pense que ça peut être une option logique. Un mot peut-être de Seydi Gassama en ligne avec nous sur cette dualité que vous soulignez à la tête du pouvoir. C'est une crainte pour vous, Seydi Gassama ? Oui, mais d'abord, je voudrais vraiment dire que je suis en phase avec Francis quand il dit que la vraie ligne rouge, c'est vraiment toutes ces violences cycliques. La violence que nous avons connue pendant ces 3 dernières années, nous l'avions connue en 2011-2012 avec une douzaine de personnes tuées lors des manifestations contre le 3e mandat de Wade. Et ce sont les velléités du 3e mandat qui ont justement causé toutes ces victimes que nous avons connues également pendant le 2e mandat de Macky Sall. Donc la ligne rouge, c'est vraiment de dire que plus jamais de violences électorales au Sénégal, plus jamais de perte de vies humaines, n'est-ce pas, dans les velléités de prolongation de mandat d'un président en exercice. Il faut également réformer la justice. Je pense que le programme de Pastef depuis 2012 est très clair. Ils veulent une réelle indépendance de la justice avec un président de la République qui ne serait plus président du Conseil supérieur de la magistrature, qui n'aurait plus la haute main sur la nomination des juges et la gestion de leur carrière. Ça, c'est un point extrêmement important pour l'indépendance des juges. Cela dit, en ce qui concerne la monnaie, c'est clair que la démarche de Pastef est une démarche panafricaniste et que rien ne se fera en dehors de la CEDEAO. Je pense que clairement ils vont pousser pendant de longues années pour que l'éco puisse devenir une réalité très rapidement, et c'est vraiment lorsqu'ils ne pourront plus obtenir l'éco qu'ils vont certainement se résigner vers une monnaie nationale. Je suis convaincu que la monnaie nationale ne sera jamais une option, parce que si le Sénégal s'investit, n'est-ce pas, pour que l'éco devienne une réalité, très rapidement on arrivera donc à l'éco. Pour ce qui concerne la dualité, je crois que c'est également un risque. Nous avons vu ce qui s'est produit en Gambie entre Ousseynou Dabo et Adama Barrow. C'est une crainte qui existe au Sénégal, que très rapidement les courtisans puissent évidemment s'immiscer entre eux et qu'il y ait cette rivalité. Mais je crois que Sonko est quand même un homme très intelligent. Lui et Bassirou, c'est un peu ce qu'on appelle au Sénégal le Mbourou Akso, c'est-à-dire qu'ils s'entendent tellement que je pense que cette crise n'aura pas lieu. Moi, je vois Sonko peut-être futur président de l'Assemblée nationale, s'occupant du Parlement, pendant que Bassirou gère l'État et les affaires du pays. Donc vous êtes plutôt confiant. Francis Patindé, ce serait effectivement un comble que ce président qui fait campagne sur un renouvellement de la démocratie se dispute avec celui qui a été son mentor toutes ces années. Il y aura forcément une issue pacifique et sans violence de cette rivalité-là. Il faut l'espérer, parce que ils veulent recréer la politique et faire la politique autrement. Donc il faut absolument mais ceci dit, moi je ne crois pas, pour paraphraser un ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, il n'y a pas de banc présidentiel. Il n'y a qu'un fauteuil présidentiel. Et ce fauteuil, il est fait pour une seule paire de fesses. Vous voulez dire que le ticket, l'idée d'un ticket président, vice-président, ça ne fonctionnerait pas dans un pays comme le Sénégal? Non, même le président aux États-Unis, ça n'a pas les mêmes droits que les mêmes prérogatives que le président américain. Il y a un président de la République qui a été élu grâce, certes, à son mentor, Ousmane Sonko, mais ce sera à lui de diriger l'État sénégalais pour les 5 prochaines années. Une réaction peut-être sur le plateau de Dakar, Valdiono Ndiaye? Oui, peut-être à ce niveau-là, je voulais juste convoquer un élément aussi qui me semble important, qui relève du ressort culturel sénégalais, c'est-à-dire Bassirou Diomaye, c'est un Sérère, Ousmane Sonko, c'est un Diola. Et nous savons l'alliance stratégique morale entre Sérère et Diola.
Et je sais que c'est des amis, mais bon, en fait, on a l'habitude de dire qu'un Diola ne trahit pas un Sérère ou un Sérère ne trahit pas un Diola. S'il le fait, il le verra cache. Donc peut-être ce ressort culturel-là que des fois, à l'extérieur, on ne peut pas percevoir, peut jouer pleinement dans ce cadre-là pour une loyauté absolue l'un envers l'autre et de manière stable. Mais moi, je voulais juste ajouter que, par exemple, la posture de la société civile aussi sera toujours dans son rôle de veille et de monitorer, évidemment, tous les engagements qui ont été pris. On va passer au Bassirou-mètre ou Diomaye-mètre pour voir, par rapport aux engagements pris, comment tout sera appliqué. Et sur la base de ça, nous aviserons. En tout cas, il a promis. Est-ce qu'entre les beaux discours et l'exercice du pouvoir, il ne va pas y avoir un réveil difficile au Sénégal? Bon, le souhait, c'est que tout se passe bien, parce que après tout, nous sommes après tout, nous sommes des Sénégalais. Mais à l'exercice du pouvoir, c'est vrai que, par exemple, il y aura de nouvelles donnes, il y aura des changements. Ça, c'est évident. Par exemple, on peut être superbement engagé avec un idéal, beaucoup d'idéalisme, mais à l'exercice pratique du pouvoir, la réalité du pouvoir peut être autre, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a des groupes d'intérêt, et il faut savoir gérer ça. En tout cas, Bassirou Diomaye Faye a promis de gouverner avec humilité, dans la transparence. Première déclaration hier soir du vainqueur de la présidentielle dans un hôtel de Dakar. L'occasion de réaffirmer ses priorités devant la presse et devant des personnalités venues le soutenir. Charlotte Hydrac y était. Dans ses premiers mots en tant que président élu, Bassirou Diomaye Faye a notamment salué les candidats malheureux qui ont reconnu sa victoire avant la proclamation des résultats. Une tradition bien installée au Sénégal, selon Cheikh Tidiane Dièye, lui-même initialement candidat pour le scrutin présidentiel. Il a fallu attendre un tout petit peu plus en ce qui concerne le candidat Amadou Ba. Ce que nous comprenons, c'était le principal challenger. Il avait une machine plus lourde. Il a su se hisser à la hauteur de ce que nous attendions de lui. Pour ses partisans, le projet porté par Bassirou Diomaye Faye va changer le Sénégal. Cheikh Tidiane Dièye, membre de la coalition du nouveau président élu. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, une nouvelle page de l'histoire politique du Sénégal. Les Sénégalais ont choisi la rupture. Quelles sont pour vous les priorités? D'abord la réconciliation. Le président a quand même tenu à rappeler qu'il n'est pas là pour les règlements de compte. Le militant de l'ex-PASTEF, Pape Abdoulaye Touré, qui a passé 9 mois en détention, a notamment retenu les déclarations sur la réforme des institutions. Nous attendons de notre tout nouveau président très jeune, premièrement, une justice indépendante. Un pays sans justice fonce droit vers le mur. C'est ce qui est arrivé à Macky Sall. Et quel devrait être, selon lui, le rôle de son mentor Ousmane Sonko? C'est de coacher son poulet. Si toutefois Bassirou cherche à dévier un peu notre trajectoire, mais on va lui tirer les oreilles. Charlotte Hydrac, Dakar. RFI. Et voilà, Francis Patindé, la réponse à la question qu'on se posait. Si on dévie de la trajectoire, il y aura des garde-fous, les militants, la société civile, la jeunesse sénégalaise. Ouais, ben, de toute façon, la leçon, je pense, elle est apprise par Bassirou Diomaye Faye. Il y a la société civile sénégalaise qui a prouvé ces 2 derniers mois ce qu'elle savait faire, son expertise, son efficacité. Il y a la jeunesse sénégalaise qui n'acceptera pas. Et il y a même les autres, les avocats du Sénégal, il y a les enseignants du Sénégal. Donc les syndicats, moi j'ai confiance en l'avenir de ce pays et j'espère que le Sénégal va irradier les autres pays francophones d'Afrique. Valdiodio Diaye, c'est aussi votre espoir que l'exemple sénégalais irradie ailleurs. On évoquait tout à l'heure effectivement les coups d'État à répétition dans la région et cette élection sénégalaise qui redonne un peu de lustre à la démocratie, à la pratique démocratique. Vous espérez que ça fasse école ? Absolument, parce que je pense que c'est ça le grand défi, c'est-à-dire une restauration de la démocratie partout en Afrique pour remettre le pouvoir au peuple, pour qu'il désigne ses dirigeants. Je pense qu'on ne peut pas faire de l'exceptionnalité un principe régulier, comme ça se passe dans certains pays de la sous-région. Je pense qu'il va falloir travailler à ce que la démocratie soit restaurée. Ça, c'est le plus grand défi au niveau de la sous-région, pour que, en fait, le peuple ait son mot à dire et désigne ses dirigeants. C'est ça la règle. On ne doit pas inverser les choses, prendre ce qui est exceptionnel pour en faire une règle et vice-versa.
Je crois que vraiment l'exemple du Sénégal servir d'exemple au niveau de la sous-région et voire même en Afrique. Et c'est un moment pour moi de vraiment rendre hommage aussi à ce que j'ai trouvé sur le plateau, notamment monsieur Christophe Fonmuyo qui parcourt le continent inlassablement pour travailler de NDI, pour travailler pour la démocratie, de même que Fadjane Senghor. Je pense que ça c'est vraiment c'est des aînés qui nous ont inspirés. Ce sont eux les sentinelles, et vous aussi les sentinelles de la démocratie sur le continent. Et ça me donne d'ailleurs l'occasion de les remercier. Léa-Lisa Westerhoff, juste en un mot de conclusion, on n'a toujours pas les résultats officiels. Ça doit être fait avant vendredi. Ça devrait aller très vite après, non ? Oui, en effet, les résultats provisoires doivent être annoncés au plus tard vendredi. Provisoire puisqu'il y a une période qui est ouverte pour des possibles contestations. Ensuite, les résultats officiels et définitifs doivent être annoncés par le Conseil constitutionnel. Et puis ensuite, c'est l'investiture. Il n'y a pas encore de date, mais en effet, ça pourrait aller très vite dès le 2 avril, Nathalie, puisque le 2 avril, c'est aussi la date, le dernier jour du mandat du président sortant Macky Sall. Et c'est ainsi que se referme notre édition spéciale. Merci à nos invités. Merci à vous, Léa-Lisa Westerhoff. Merci à Malang Sonko à Dakar, Didier Chérouz à la réalisation.